Personne ne parlait la langue des signes. Le PDG milliardaire s'apprêtait à partir quand la fille de la gouvernante signa avec une aisance fluide « S'il vous plaît, ne renoncez pas, monsieur ». Ces mots silencieux, formés non par une voix, mais par les mains d'une enfant, allaient tout changer. Dans l'imposant cabinet du milliardaire, Henry Caldwell, un homme qui autrefois dominait les marchés d'un seul mot, le silence, était devenu sa prison. Rendu sourd par une tragédie abandonnée par la technologie, il était prêt à tourner le dos à son empire. Personne ne pouvait l'atteindre jusqu'au jour où la fille de 12 ans d'une gouvernante osa briser toutes les règles de la maison. Ce qu'elle signa ce jour-là ne sauva pas seulement une fusion à plusieurs milliards d'euros. Cela mit au jour un lien enfoui à travers les générations. Voici l'histoire d'une enfant invisible qui sortit de l'ombre et bouleversa le destin d'une dynastie. Un empire muet était sur le point de s'effondrer dans une tempête sans bruit. Henry Caldwell, titan de l'industrie, était piégé dans un monde soudainement réduit au silence. Et dans son vaste hôtel particulier près de Paris, la seule personne capable de comprendre ces appels muets était celle qu'on n'était pas censé voir. Le silence dans son cabinet n'avait rien de paisible. C'était une couverture épaisse et étouffante, tissée de frustration et de puissance brute. À 58 ans, Henry avait un visage taillé dans le granit et des yeux couleur d'océan orageux. Pendant 40 ans, sa voix avait été son arme principale, un baryton profond et impérieux qui pouvait bâtir des marchés ou anéantir des concurrents avec la même facilité. 3 mois plus tôt, une défaillance d'hélicoptère au-dessus des Alpes l'avait privé à la fois de sa voix et de son ouïe, le laissant naufrager sur une île de silence. Son univers, jadis, une symphonie du commerce, n'était plus qu'un chaos étouffé et déformé. Lire sur les lèvres était un art maladroit et épuisant. Sa propre entreprise Industries Caldwell, cette machine qu'il avait construite de ses mains, était devenue un lieu de confusion. Ses cadres, qui autrefois s'exécutaient au moindre de ses ordres, lui criaient désormais dessus, comme à un enfant leur mouvement de bouche, exagéré, ressemblant plus à une moquerie qu'à une communication. Ce matin-là fut le point de rupture. La fusion avec Omnicorp, l'affaire qui devait être le couronnement de sa carrière, s'effondrait. 2 vice-présidents, mal à l'aise dans leurs fauteuils en cuir, hors de prix, tentèrent d'expliquer un changement critique dans les négociations. Ils parlaient fort. Ils utilisèrent une application de synthèse vocale maladroite sur une tablette. C'était un désastre. La nuance avait disparu. L'urgence était perdue. Tout ce qu'Henry ressentait, c'était la honte brûlante de sa propre impuissance. Il abattit la main sur le bureau en acajou. La vibration sèche remonta le long de son bras pauvre, substitut au fracas qu'il aurait voulu provoquer. Il secoua la tête, un geste de défaite totale. « C'est fini », pensa-t-il les mots, ne résonnant que dans son esprit. Il se leva prêt à abandonner l'accord, son œuvre de vie, tout. Son équipe prit ce mouvement pour un renvoi. Ils rassemblèrent leurs dossiers, le visage partagé, entre pitié et soulagement. À la lisière de la pièce, là où les ombres s'accrochaient, aux bibliothèques du sol au plafond, une petite silhouette bougea. Amélie Grant, 12 ans, époussetait les livres reliés de cuir avec un plumeau, comme sa mère le lui avait demandé. C'était une fillette frêle, aux cheveux blonds maïs pâle et aux yeux bleus, aussi sérieux qu'un ciel d'été. Sa mère, Hélène, était gouvernante en chef du domaine Caldwell depuis près d'une décennie. Ses règles étaient simples: être invisible, être silencieuse, faire son travail, et ne jamais au grand jamais déranger Monsieur Caldwell. Mais Amélie ne voyait pas simplement la crise d'un riche. Elle voyait un homme en train de se noyer.
Elle lisait la détresse dans ses yeux, la crispation de sa mâchoire, les gestes frénétiques et inutiles de ses mains. C'était un regard qu'elle connaissait intimement, celui de son petit frère Noé, né dans un monde de silence. Amélie avait pénétré ce monde avec lui, apprenant la langue des signes française, LSF, dès l'âge de 6 ans. Elle l'avait étudié dans de vieux livres de bibliothèque et de vidéos en lignes granuleuses jusqu'à ce que ses doigts puissent dire les mots d'amour et de compréhension dont son frère avait besoin. Son cœur battait à tout rompre. Les avertissements de sa mère hurlaient dans sa tête. « Ne fais pas de bruit, ne te fais pas remarquer. » Mais voir cet homme puissant si seul et incompris, c'était comme regarder son frère lutter contre un monde qui n'était pas fait pour lui. C'était une douleur qu'elle ne pouvait ignorer. Inspirant profondément, comme si elle sautait d'une falaise, Amélie posa son plumeau. Elle sortit de l'ombre et entra dans l'air lourd et tendu du cabinet. Les 2 vice-présidents la fixèrent stupéfaits de l'audace de la fille de la gouvernante. Henri Caldwell ne la vit même pas au début. Le dos tourné, il contemplait par la fenêtre l'empire qu'il ne pouvait plus diriger. Amélie fit un pas de plus, elle leva ses petites mains fermes. Ses doigts se mirent à bouger avec une grâce fluide et silencieuse, sculptant des mots dans l'air. « Monsieur, s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Je peux vous aider. » Henri sentit un frémissement dans la pièce et se retourna, l'irritation vive. Il aperçut la fillette et un instant une vague de colère le traversa. Qui est cet enfant? Mais puis il vit ses mains. Il se figea. Son esprit habitué au brouillard de l'incommunication peinait à comprendre ce qu'il voyait. C'était une langue claire, précise, magnifique, qu'il avait commencé à apprendre au prix de séances de rééducation frustrantes et solitaires. Une langue qu'il n'aurait jamais imaginé rencontrer, ici au cœur même de sa maison. Ses yeux orageux s'agrandirent. Une fissure se dessina dans sa façade de granit. Il la regarda répéter le geste, son expression un appel d'empathie, pure, sans phare. Lentement, il leva sa propre main, ses mouvements maladroits, raides d'inactivité. « Tu comprends ?» signa-t-il. Amélie lui offrit un petit sourire radieux qui illumina la pièce sombre. Ses mains volèrent de nouveau plus rapides, plus assurées. « Oui, monsieur, je comprends. Mon frère est sourd. Dites-moi ce dont vous avez besoin. » Les 2 vice-présidents restèrent figés, stupéfaits. La fusion à plusieurs milliards d'euros avec Omni venait d'être sauvée de l'effondrement. Non par une armée d'avocats coûteux ou de stratèges d'entreprise, mais par les mains calmes et éloquentes d'une fillette de 12 ans tenant un plumeau. Henri Caldwell retomba dans son fauteuil, non pas vaincu, mais incrédule. Pour la première fois depuis 3 mois, il ressentit une lueur de quelque chose qu'il croyait perdu, à jamais l'espoir. Et il comprit avec une clarté bouleversante que cet enfant détenait une clé capable soit de l'enfermer à jamais dans sa prison de silence, soit de le libérer enfin. Hélène Grant apprit l'incident 1 heure plus tard. Elle astiquait un service à thé en argent dans la grande cuisine, lorsque Béatrice Caldwell, la nièce et assistante de direction d'Henri, entra en trombe. Femme d'une 30aine d'années, elle se déplaçait avec la grâce prédatrice d'un faucon. Elle portait son ambition comme un tailleur, sur mesure, et considérait le personnel de maison comme un mobilier nécessaire, mais sans importance. « Hélène » lança-t-elle, d'une voix tranchante, qui fendit le bourdonnement feutré de la cuisine. « Votre fille vient de faire un véritable spectacle dans le grand cabinet. » Le cœur d'Hélène se serra. Elle reposa la verseuse d'argent d'une main tremblante. « Madame, je ne comprends pas. Amélie connaît les règles. » « Apparemment pas.
ricana Béatrice. Elle a interrompu une réunion de niveau direction. Elle s'est mêlée des affaires privées de M. Caldwell. Je ne peux pas tolérer que les enfants du personnel s'ingèrent dans des affaires qui valent plus que tout ce domaine. Hélène sentit un flot de honte et de crainte. Elle avait élevé Amélie à être respectueuse, à connaître sa place. « Je suis vraiment désolée, mademoiselle Caldwell. Cela ne se reproduira plus. Je vais lui parler immédiatement. » Mais avant que Béatrice puisse asséner un nouvel éclat, Henry Caldwell apparut lui-même dans l'embrasure de la porte. Sa présence transforma aussitôt l'atmosphère. C'était une montagne d'hommes, et même dans le silence, son autorité était absolue. Il fixa Béatrice son expression indéchiffrable, puis tourna le regard vers Hélène. Il leva les mains, et avec Amélie maintenant debout à ses côtés nerveuse, il signa. La voix d'Amélie, petite mais claire, traduisit pour sa mère. Il dit, Hélène, votre fille n'a pas fait d'ingérence. Elle a réussi là où tout le monde a échoué. Elle possède un don rare, et j'en ai besoin. Hélène resta interdite, regardant tour à tour le milliardaire et son enfant. C'était un monde qu'elle ne comprenait pas. Des gens comme les Caldwell n'avaient pas besoin de gens comme elle sinon pour nettoyer et cuisiner. Le visage de Béatrice se tendit en un masque de fureur polie. « Oncle Henri, » dit-elle, en articulant lentement comme s'il était un touriste qui ne comprenait pas la monnaie locale. « C'est tout à fait irrégulier. Nous pouvons engager une équipe d'interprètes professionnels et certifiés. Nous n'avons pas besoin de dépendre d'une enfant. » Les yeux d'Henri brillèrent d'impatience. Il signa de nouveau des gestes nets et décisifs. Amélie traduisit. « Il dit les professionnels que tu as engagés prononcent des mots. Cet enfant parle avec compréhension. J'ai pris ma décision. » Henri marqua une pause, regardant directement Hélène, son regard s'adoucissant légèrement. « Je vous promeux intendante du domaine. Votre salaire sera triplé. Votre seule nouvelle responsabilité est de veiller à ce qu'Amélie soit disponible pour m'assister chaque fois que je le demande. » La cuisine se figea. Hélène se sentit étourdie, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Intendante du domaine, c'était un bond impossible, un rêve qu'elle n'aurait jamais osé formuler. Mais le prix de ce rêve, c'était sa fille, projetée au cœur d'un monde de requins, d'affaires et d'intrigues familiales. « Monsieur, » balbutia Hélène, « je ne sais pas quoi dire. Amélie à l'école, elle a ses devoirs. » Amélie traduisit les yeux écarquillés d'un mélange d'excitation et de crainte. Il dit qu'elle aura les meilleurs tuteurs du pays. Elle peut faire son travail scolaire, ici au domaine. Il dit que son éducation est une priorité, mais il affirme aussi que son entreprise est son héritage et qu'en ce moment, elle est la seule à pouvoir l'aider à le protéger. Béatrice observa l'échange, les lèvres pincées, en une ligne fine et exsangue. Elle ne voyait pas là une solution, mais une intrusion. Cette petite fille, la fille de la gouvernante, avait d'une manière ou d'une autre contourné des années de hiérarchie d'entreprise et de loyauté familiale pour devenir en quelques minutes la confidente la plus sûre de son oncle. C'était une menace, et Béatrice avait passé sa vie entière à neutraliser les menaces qui pesaient sur l'héritage qu'elle estimait lui revenir. Plus tard, dans la soirée dans leur petit pavillon de service, récemment rénové à l'orée du domaine, Hélène s'assit avec Amélie à leur minuscule table de cuisine. La promotion, l'argent, les tuteurs, tout semblait irréel. « Amy, » dit Hélène d'une voix lourde, d'inquiétude, « tu dois être très prudente. Ce ne sont pas nos gens. Ce n'est pas notre monde. Tu as fait une bonne chose, aujourd'hui un geste généreux, mais la gentillesse est souvent vue comme une faiblesse dans un endroit comme celui-ci.
Mais maman, répondit Amélie, ses yeux bleus emplis de sincérité. Il avait l'air si seul comme Noé quand on ne comprend pas ce dont il a besoin. Je voulais juste l'aider. Je sais, ma chérie, tu as un bon cœur, il vient de ton grand-père. Hélène passa une main dans la chevelure soyeuse d'Amélie. C'était l'homme le plus gentil et le plus courageux que j'ai jamais connu, le grand-père d'Amélie. Adjudant-chef Thomas Grant était une légende familiale, un héros de guerre décoré qui avait combattu dans certains des conflits les plus brutaux du siècle dernier. Il était mort avant la naissance d'Amélie, mais son portrait trônait dans leur salon, un jeune homme aux yeux sérieux, semblables à ceux d'Amélie, l'uniforme impeccable, le regard ferme et intrépide. Il représentait leur lien avec un héritage d'honneur, un héritage qui paraissait à 1000 lieues de leur vie de service discret. Grand-père disait toujours que le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, murmura Amélie, en répétant une histoire que sa mère lui avait racontée 100 fois, mais à faire ce qui est juste, même quand on a terriblement peur. C'est exact, répondit Hélène, en serrant sa fille dans ses bras. Mais souviens-toi de ceci, Amélie, dans cette grande maison, ce qui est juste peut sembler très différent selon les gens. Sois vigilante, surtout avec mademoiselle Béatrice. Amélie hocha la tête, mais elle ne pensait pas à Béatrice. Elle pensait au regard de M. Caldwell lorsqu'il avait enfin été compris. C'était un regard de soulagement profond jusqu'au plus intime de l'âme. Et pour la première fois, Amélie comprit que ses petites mains détenaient un pouvoir étrange et inattendu. Dans un monde d'hommes bruyants et de batailles d'affaires, le langage silencieux de son cœur était la voix la plus forte de toutes, et elle commençait seulement à apprendre à l'utiliser. Les semaines suivantes furent un tourbillon qui se transforma en une nouvelle routine singulière. La vie d'Amélie se partageait en deux. Le matin, une préceptrice, au visage bienveillant, Madame Gable, venait au pavillon pour l'initier à l'algèbre, la littérature et l'histoire. Mais ces après-midi se déroulaient dans l'univers chargé et silencieux d'Henry Caldwell. Elle devint son ombre une petite présence blonde, dans des pièces remplies d'hommes puissants. Elle assistait aux visioconférences, ses petites mains traduisant des données financières complexes et des stratégies juridiques agressives qui la dépassaient. Elle apprit vite que son travail ne se limitait pas à traduire des mots. Sa véritable valeur, comme Henry l'avait compris, résidait dans la traduction de l'intention. Quand un PDG rival fanfaronnait les mains d'Amélie, pouvait transmettre la subtile lueur d'incertitude qu'elle percevait dans ses yeux. Quand l'équipe juridique d'Henry hésitait, elle pouvait traduire non seulement leurs paroles prudentes, mais aussi la peur sous-jacente de perdre du terrain. Elle avait une capacité instinctive et innocente à voir au-delà des masques d'entreprise pour atteindre les émotions humaines réelles. Henry commença à compter sur elle, pour bien plus que les affaires. Il se mit à lui demander de rester pour ses dîners calmes et solitaires dans la grande salle à manger. Sous le lustre étincelant, elle lui racontait sa journée avec Madame Gable, les livres qu'elle lisait, et elle parlait de Noé. « Il veut devenir astronome », traduisit-elle un soir, après avoir décrit le dernier projet de son frère, une carte détaillée des constellations qu'il avait dessinées. Il dit que les étoiles n'ont pas besoin de son pour être belles, elles le sont tout simplement. Henry l'écoutait, l'expression pensive. C'était un homme qui n'avait jamais eu de temps pour les enfants, pas même pour sa propre nièce lorsqu'elle était jeune. Il les avait toujours considérés comme de petites créatures illogiques. Mais Amélie était différente. Elle possédait une sagesse tranquille, un profond puits d'empathie, qui l'attirait de plus en plus. Il commença à la voir,
non comme une employée ou un outil, mais comme une véritable bouée de sauvetage. Cette relation naissante n'échappa pas à Béatrice. Elle observait depuis la périphérie son ressentiment couvant comme un poison. Chaque regard échangé entre son oncle et la fillette, chaque moment de compréhension qui l'excluait, était une nouvelle offense. Elle avait dédié sa vie à cette entreprise, à lui. Elle avait appris les affaires de son oncle, anticipé ses besoins, et s'était positionnée comme son héritière légitime. Et voilà que son héritage était menacé par la fille de la gouvernante. Elle lança donc sa campagne en douceur. Lors des réunions, elle utilisait, par accident, des termes d'ingénierie très techniques, sachant qu'Amélie n'en connaissait pas les signes précis. « Oh, je suis tellement désolée », disait Béatrice avec un sourire mielleux lorsque la fillette hésitait. « J'avais oublié que nous dépendions d'une amateur. Mon erreur. » Elle essaya aussi de retourner le personnel contre Hélène et Amélie. « C'est inconvenant, n'est-ce pas ?» murmurait-elle aux autres employés supérieurs. La façon dont cette femme utilise sa fille pour grimper, une manœuvre de pouvoir flagrante. Mais ces attaques ne prirent pas. La confiance d'Henri envers Amélie ne fit que se renforcer. Il voyait dans les manœuvres de sa nièce de simples actes de jalousie. Cela le décevait, il avait espéré qu'elle avait plus de caractère. Un après-midi, Amélie se promenait dans les magnifiques roseraies du domaine, un endroit où elle aimait aller pour se calmer après des réunions difficiles. Elle trouva Samuel, le chef jardinier, en train de tailler avec soin un rosier blanc. Samuel était un homme de près de 70 ans, au visage marqué par le temps, mais d'une bonté égale aux vieux chênes du parc. Il travaillait au domaine Caldwell depuis 50 ans, depuis sa jeunesse. « J'ai entendu dire que tu as tenu tête aux requins aujourd'hui, petit oiseau, » dit Samuel, sans lever les yeux de son travail, sa voix grave et douce. Le personnel avait sa propre façon de savoir tout ce qui se passait dans la grande maison. Amélie soupira en s'asseyant sur un banc de pierre. Mademoiselle Béatrice a encore essayé de me ridiculiser. Elle a utilisé un mot cinétique. Je ne le connaissais pas. Et qu'a fait Monsieur Caldwell? Il a cherché la définition sur sa tablette et me l'a montrée. Puis il a simplement regardé Mademoiselle Béatrice et a secoué la tête. Samuel laissa échapper un petit rire en coupant une fleur fanée. Cet homme voit plus que les gens ne le pensent, même sans ses oreilles. Il finit par se tourner vers elle, les yeux pétillants. « Tu sais, tu me rappelles ton grand-père. » Les oreilles d'Amélie se dressèrent. « Vous le connaissiez. Le connaissez. Adjudant-chef Thomas Grant m'a sauvé la vie, » répondit Samuel, son sourire se muant en une expression de profond respect. Nous étions à peine plus âgés que toi quand nous avons menti sur notre âge pour nous engager. Guerre différente, même bout. Il y a eu une fusillade. J'étais cloué au sol, mort de peur. Tom, il était déjà sergent à l'époque, malgré son jeune âge. Il a rampé sur 50 mètres d'enfer glacé pour me sortir de là. Il n'en a jamais parlé après. Il l'a fait simplement parce que c'était la bonne chose à faire. Il fit une pause regardant Amélie, avec une nouvelle intensité. « C'est ce sang-là que tu as en toi, enfant. C'est le sang Grant. Ne laisse jamais personne, aussi riche ou puissant soit-il, te faire sentir petite. Ton grand-père était un géant parmi les hommes, et l'héritage d'un géant est un poids lourd à porter, mais il te fait te tenir plus droite. » Les paroles de Samuel enveloppèrent Amélie comme un manteau chaud. Il lui offrait plus qu'une leçon d'histoire. Il lui donnait une armure. Il reliait le héros du portrait à une réalité vivante. En regagnant la grande maison, elle sentit une nouvelle détermination. Elle n'était pas seulement Amélie Grant, la fille de la gouvernante.
Elle était Amélie Grant, la petite fille de l'adjudant-chef Thomas Grant, et elle ne se laisserait pas intimider. Son nouveau courage fut mis à l'épreuve plus tôt qu'elle ne l'imaginait. Henry avait convoqué une réunion de crise. Un prédateur financier, un vautour impitoyable nommé Alain Finch, rachetait discrètement des actions d'industrie Caldwell, préparant une OPA hostile. La réunion devait convaincre le conseil d'administration de se ranger aux côtés d'Henry et de riposter. Amélie se tenait à ses côtés à la tête d'une immense table de conférence polie. L'air était lourd de tension et du parfum coûteux des costumes. Béatrice était assise en face, le visage soigneusement impassible, mais Amélie vit l'éclat de triomphe dans ses yeux. Alors qu'Henry commençait à signer, exposant sa stratégie, Béatrice l'interrompit. « Oncle, peut-être vaudrait-il mieux que je transmette vos arguments, » dit-elle d'un ton suave. « C'est une affaire financière complexe. Nous ne pouvons pas nous permettre de malentendus enfantins. » Avant qu'Henry ne puisse répondre, un membre du conseil, fidèle à Béatrice, intervint. « Elle n'a pas tort, Henry. C'est le combat de notre vie. Il nous faut un professionnel, pas ta mascotte. » L'insulte resta suspendue dans l'air. Amélie sentit son visage s'empourprer, la brûlure familière de la honte montant en elle. Elle voulut se ratatiner, redevenir invisible, mais elle se souvint des paroles de Samuel, l'héritage d'un géant. Elle regarda Henry, qui l'observait, son expression mêlant colère et inquiétude. Il attendait de voir ce qu'elle ferait. Amélie prit une profonde inspiration. Elle se redressa. Elle soutint le regard condescendant du membre du conseil, puis elle se mit à signer, non pas pour Henry, mais pour elle-même. Ses mains bougeaient avec une fougue et une précision qui plongèrent la salle dans un silence stupéfait. Madame Gable l'avait formée non seulement aux matières scolaires, mais aussi à l'art oratoire et à la rhétorique. Amélie avait étudié les discours des grands orateurs. À présent, elle mit ce savoir à profit. Ses mains parlaient de loyauté d'héritage, de la différence entre construire quelque chose qui dure et simplement le démolir pour en tirer du profit. Sa traduction n'était plus un simple service, c'était une performance, une défense passionnée de l'homme qu'elle avait appris à respecter profondément. Lorsqu'elle termina, la salle était muette. Elle n'avait pas seulement défendu la position d'Henry, elle avait défendu la sienne. Sans prononcer un mot, elle avait prouvé qu'elle n'était pas une mascotte. Elle était une guerrière. Henry la regarda, un lent sourire de fierté se dessinant sur son visage. Il venait de voir une fillette apeurée éclore en une force avec laquelle il faudrait compter. Il tourna son regard vers Béatrice et pour la première fois laissa paraître toute la froideur de sa déception. À cet instant, Béatrice sut qu'elle avait trop joué. Elle avait tenté d'éteindre une petite flamme et à la place avait allumé un incendie. La dynamique de la salle avait basculé. Les membres du conseil, touchés par la passion brute et incontestable de la présentation, commencèrent à exprimer leur soutien à Henry. La bataille était loin d'être terminée, mais une ligne cruciale avait été tracée par les mains fermes et courageuses d'une fillette de 12 ans. Mais quand la réunion prit fin et qu'un sentiment de victoire fragile s'installa, Amélie ne put se défaire d'une inquiétude. Elle avait remporté cette escarmouche, mais elle savait que Béatrice n'était pas une femme qui acceptait la défaite. La guerre pour Industries Caldwell, et pour sa place en son sein, ne faisait que commencer, et elle avait la terrible impression que la prochaine attaque de Béatrice ne se déroulerait pas dans la salle du conseil, mais sur un terrain bien plus personnel et dangereux. L'après-coup de la réunion fut une période de calme trompeur. Béatrice se retira, devenant un modèle d'efficacité froide. Elle se montrait polie,
avec Amélie, allant même jusqu'à lui offrir un mince sourire cassant dans les couloirs. Mais Amélie sentait le frisson de ce sourire, c'était le silence glacial qui précède une tempête violente. Revigoré par la confiance renouvelée du conseil, Henri se jeta corps et âme dans la lutte contre Alain Finch. Lui et Amélie devinrent inséparables, travaillant tard dans son cabinet planifiant et stratégiant. Pendant ces longues heures, leur lien se renforça au-delà de celui d'un patron et de sa traductrice. Il devint un mentor, et elle, à bien des égards, son ancre dans le monde. Il découvrit que son esprit vif et intuitif ne se limitait pas à la compréhension des émotions. Il commença à lui expliquer les subtilités des affaires chaînes d'approvisionnement, capitalisation boursière, rachat, avec effet de levier. Au début, c'était pour lui donner un contexte à ses traductions, mais il réalisa vite qu'elle assimilait tout avec une rapidité déconcertante. Elle posait des questions si pertinentes qu'il en venait à remettre en question ses propres hypothèses. « Pourquoi tenons-nous tant à protéger l'usine d'Angers ?» demanda-t-elle un soir, en désignant un document. « Les chiffres montrent que c'est notre actif le moins rentable. » Henri signa. « C'est vrai, mais c'était la première usine que mon père a achetée. Elle emploie 300 personnes dans une ville sans autre emploi. Parfois l'héritage vaut plus que le profit. » Amélie hocha la tête, le visage sérieux. Grand-père Thomas disait quelque chose comme ça. Il affirmait qu'un bon chef protège ses soldats, pas seulement la mission. La mention de son grand-père éveilla l'intérêt d'Henri. « Parle-moi davantage de lui, » signa-t-il. « Adjudant-chef Thomas Grant. » Alors, Amélie raconta les histoires transmises par Samuel et sa mère, ses actes de bravoure, son humilité, son sens moral, inébranlable. Henri écouta attentivement. Le nom lui semblait vaguement familier, comme une mélodie à moitié oubliée, mais il ne parvenait pas à la replacer. Pendant ce temps, Béatrice ne restait pas inactive. Sa nouvelle stratégie était bien plus insidieuse que les insultes publiques. Elle savait qu'elle ne pouvait pas discréditer les compétences d'Amélie, alors elle décida d'attaquer son caractère. Elle lança une campagne de murmures semant des graines de doute auprès des membres du conseil et des espions d'entreprise de Finch qui avaient des oreilles partout. Le récit qu'elle tissait était subtil mais venimeux. La pauvre fille de la gouvernante n'était pas si innocente. Elle manipulait le vieux PDG vulnérable, l'isolant de sa famille et de ses conseillers de confiance. Elle remplissait sa tête de balivernes sentimentales sur des usines non rentables et un héritage qui affaiblissait l'entreprise de l'intérieur. Qui savait ce que sa mère, la nouvelle intendante, cherchait vraiment? Elles étaient des profiteuses qui exploitaient un homme en pleine crise. Les rumeurs commencèrent à faire effet. L'équipe d'Alain Finch s'en empara, l'utilisant dans sa campagne publique pour dépeindre Henri comme un dirigeant instable contrôlé par une enfant. L'action de l'entreprise commença à glisser. La pression monta. La bataille finale devait se dérouler lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires, tenue dans la grande salle d'un hôtel parisien prestigieux. Finch y présenterait directement son projet de rachat aux actionnaires. Henri aurait une dernière chance de les convaincre de lui rester fidèles. C'était quitte ou double. La veille de leur départ, pour Paris, Hélène entra dans la chambre d'Amélie, le visage pâle d'inquiétude. « Amy, une des employées de cuisine, m'a dit quelque chose, » commença-t-elle d'une voix légèrement tremblante. Elle a surpris mademoiselle Béatrice au téléphone. Elle parlait avec quelqu'un de l'équipe de Finch. Elle leur a remis quelque chose, un document privé de M. Caldwell. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Amélie. Quel document? Je ne sais pas. Mais ami, ce n'est plus de la jalousie. C'est une trahison.
c'est dangereux. Peut-être devrions-nous nous retirer. Nous pouvons quitter cet endroit. Nous étions heureuses avant tout ça. » Amélie contempla le visage terrifié de sa mère, puis le portrait de son grand-père sur sa table de nuit. Que ferait-il? Il ne fuirait jamais un combat, surtout quand quelqu'un comptait sur lui. « Non, maman, » dit Amélie d'une voix ferme. « Nous ne pouvons pas fuir. Si nous partons, Monsieur Finch gagnera. Il fermera l'usine d'Angers. Tous ces gens perdront leur emploi. Monsieur Caldwell perdra l'entreprise de son père. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons nous battre. » Hélène vit dans les yeux de sa fille la même détermination farouche qu'elle avait vue sur la photo de son propre père. Elle sut qu'il était inutile d'insister. Elle ne pouvait qu'espérer. Le lendemain, dans la vaste salle de bal bondée d'un grand hôtel parisien, l'atmosphère était électrique d'hostilité. Alain Finch, un homme à l'allure lisse et prédatrice d'un requin, venait de terminer sa présentation. Il avait été brillant, utilisant les informations divulguées par Béatrice pour dépeindre l'image d'une entreprise en déclin, dirigée par un vieil homme sentimental et dépassé. Les actionnaires murmuraient, hochaient la tête. Le sentiment de la salle basculait nettement contre Henri. Puis, ce fut au tour d'Henri. Il s'avança vers le pupitre Amélie, à ses côtés. Un immense écran derrière eux diffuserait en direct les mouvements de main d'Amélie pour que tout le public puisse les voir, alors qu'ils approchaient de la scène. Béatrice les intercepta, une expression de fausse sollicitude sur le visage. « Oncle, êtes-vous sûr de vous ?» chuchota-t-elle. « Laissez-moi parler pour vous. Ne laissez pas cette fille tout gâcher. » Henri ne la regarda même pas. Il passa devant elle, les yeux fixés sur la foule. Il se tint au pupitre, silhouette silencieuse. Amélie prit place à ses côtés. Elle sentait sur elle des milliers de regards, leur scepticisme, leur pitié. Ses mains commencèrent à trembler. Ce n'était plus la salle du conseil, c'était une arène. Henri posa une main rassurante sur son épaule. Il baissa les yeux vers elle et lui adressa un petit signe de tête presque imperceptible. « Nous le faisons ensemble. » Il commença à signer. Son discours ne portait pas sur des chiffres ou des prévisions. Il parlait des hommes et des femmes de l'usine d'Angers, de la fierté qu'ils avaient dans leur travail. Il évoquait la vision de son père bâtir une entreprise qui soit une communauté, pas seulement une ligne sur un cours de bourse. Puisant dans sa force, Amélie trouva son rythme. Ses mains cessèrent de trembler. Elle dansait dans l'air, traduisant non seulement ses mots, mais la conviction profonde et inébranlable qui les portait. Elle insuffla à ses gestes toute sa passion, son histoire, son cœur. Mais vint alors le piège de Finch. Lors de la séance de questions, un actionnaire visiblement placé là par Finch se leva. « Monsieur Caldwell, » dit-il d'une voix faussement compatissante, « nous admirons tous votre sentiment, mais Monsieur Finch a présenté des preuves que vous avez récemment autorisé un fonds discrétionnaire de 500 000 € pour la famille Grant. Cela ressemble moins à un geste sentimental qu'à un achat de loyauté de votre propre personnel. Pouvez-vous expliquer cela ?» L'accusation tomba dans la salle comme une bombe, un pot de vin, un détournement. La foule laissa échapper un murmure choqué. Hélène, observant depuis les coulisses, se sentit défaillir. Béatrice sourit. C'était le document qu'elle avait divulgué une fiducie parfaitement légale qu'Henri avait créé pour l'éducation future d'Amélie, mais que l'on avait réussi à présenter comme quelque chose de sinistre. Amélie se figea. Son esprit se vida. Comment traduire cela? C'était une attaque contre elle, contre sa mère. Henri la regarda, puis regarda la foule, le visage se durcissant, en comprenant le piège. Il ne pouvait se défendre.
Il ne pouvait expliquer que ce fonds était un geste de gratitude, un investissement dans l'avenir d'une enfant brillante. Toute défense semblerait intéressée. Ils étaient pris. La salle n'était plus qu'une mer de visages soupçonneux. Finch se renversa dans son fauteuil, un sourire victorieux aux lèvres. C'était le coup fatal. Amélie balaya la foule hostile du regard, et son regard se posa sur sa mère dont le visage était un masque de désespoir. Puis elle pensa à son grand-père. Un bon chef protège ses soldats. À cet instant, elle sut ce qu'elle devait faire. Elle s'avança devant Henri. Elle n'était plus sa traductrice. Elle était sa défenseuse. Elle fixa directement la caméra qui projetait son image sur l'immense écran et commença à signer pour elle-même. « Je m'appelle Amélie Grant », disait en ses mains, leurs mouvements nets et précis. Un interprète d'urgence dans la cabine de contrôle commença à vocaliser ses paroles, sa voix emplissant la salle de bal. « L'homme que vous accusez est un homme d'honneur. L'argent dont vous parlez est un fonds d'études qu'il a créé pour moi. Il l'a fait parce qu'il croit en mon avenir. Il ne me l'a pas donné pour acheter ma loyauté. Il a ma loyauté parce que c'est un homme bon. Il se bat pour les siens. Et c'est bien plus que ce qu'on peut dire d'un homme comme M. Finch, qui ne se bat que pour son propre portefeuille. » Puis elle se tourna vers Alain Finch. « Vous parlez de force. Mon grand-père, l'adjudant-chef, Thomas Grant, était un héros de guerre. Il m'a appris que la vraie force ne consiste pas à détruire, mais à avoir le courage de construire et l'intégrité de protéger ce que l'on a bâti. Monsieur Caldwell est un bâtisseur. Vous, monsieur, n'êtes qu'un tyran. » Ce petit discours, si simple, si direct, si empreint d'une clarté morale inébranlable, trancha net dans l'atmosphère cynique de la salle. Il replaça tout le débat. Il ne s'agissait plus de cours de bourse, mais de caractère. Il s'agissait de ce qui est juste ou non. Un silence lourd tomba sur la salle de bal. Personne ne savait que faire. Une fillette de 12 ans venait de tenir tête à un prédateur financier et, armée de la seule vérité, avait mis ses intentions à nu. Soudain, du fond de la salle, une personne commença à applaudir, puis une autre et encore une autre. En quelques secondes, toute la salle, sauf Finch et ses acolytes, éclata en une ovation debout et tonitruante. Ce n'était pas seulement pour Henri, c'était pour Amélie. Béatrice la regardait, le visage livide. Son plan parfait et venimeux n'avait pas seulement échoué, il s'était retourné contre elle de la manière la plus spectaculaire imaginable. Elle avait tenté de faire passer Amélie pour une coupable, et elle l'avait révélée comme une héroïne. Henri Caldwell se tenait derrière Amélie, les yeux brillants de larmes. Il posa ses mains sur ses épaules, un geste silencieux et puissant de fierté et de gratitude. Il était venu ici pour sauver son entreprise. Il ne s'était pas rendu compte qu'il serait lui aussi sauvé par le cœur loyal et intrépide d'une petite fille. Dans le silence stupéfait qui suivit les applaudissements, un vieil homme assis au premier rang se leva lentement. C'était un actionnaire de longue date, un homme qui avait connu le père d'Henri. Il fixa Amélie les yeux écarquillés d'incrédulité. « Grant !» appela-t-il d'une voix rauque d'émotion. A-t-elle dit que son grand-père était l'adjudant-chef Thomas Grant, le Thomas Grant? Henri le regarda confus. Il signa vers Amélie. Que dit-il? Avant qu'Amélie ne réponde, le vieil homme reprit la voix tremblante. Henri, ton père m'a raconté des histoires. Il disait que tout son peloton aurait été perdu durant l'hiver 44 s'il n'y avait pas eu un jeune sergent nommé Thomas Grant. Il disait que cet homme lui avait sauvé la vie, qu'il lui devait tout ce qu'il était et tout ce qu'il construirait un jour à ce soldat courageux.
La révélation plana dans l'air un rebondissement stupéfiant et presque impossible. Henri fixa à Amélie les pièces du puzzle, s'imbriquant avec une vitesse vertigineuse. Le nom familier, les récits de bravoure, la vie de son père, sa propre existence, l'entreprise qu'il défendait, tout cela, était une dette envers le grand-père de la fillette à ses côtés. La bonté, comprit-il, ne se contente pas de revenir. Elle résonne à travers les générations. Le courage d'un jeune sergent dans une forêt glacée, des décennies plus tôt, venait de sauver son héritage une fois de plus, dans une salle de bal, parisienne, grâce aux mains de sa petite-fille. Le combat était terminé. Ils avaient gagné. La suite fut rapide et décisive. Le vote des actionnaires fut un raz-de-marée en faveur d'Henri. Alain Finch quitta la salle de bal, furieux et humilié. Béatrice, démasquée comme traîtresse, fut renvoyée avant même de quitter le bâtiment. Sa carrière dans la finance était en ruine. Mais pour Henri, la victoire économique passait au second plan. Son esprit était accaparé par la révélation bouleversante au sujet du grand-père d'Amélie. Cette nuit-là, de retour dans son appartement parisien, il ne dormit pas. Il passa des heures au téléphone avec l'actionnaire âgé et à fouiller des archives numériques. Il trouva enfin, juste avant l'aube, une photo en noir et blanc d'un peloton de l'armée française dans une forêt enneigée. Au centre se tenait un jeune officier fatigué, son père, et à ses côtés une main protectrice sur son épaule, le regard aussi ferme et sérieux que celui de sa petite-fille, se trouvait l'adjudant-chef Thomas Grant. Le lendemain de retour au domaine Henri, ne se rendit pas à son bureau. Il marcha directement jusqu'au petit pavillon où vivaient Hélène et Amélie. Il les trouva dans le salon, en train de faire leurs valises, en silence. Hélène se leva le visage empreint d'excuses et de résignation. « Monsieur Caldwell, dit-elle doucement, je crois qu'il vaut mieux que nous partions. Nous vous avons causé assez de problèmes. Nous n'avons pas notre place dans ce monde. » Henri secoua la tête. Il regarda Amélie puis Hélène et commença à signer ses gestes chargés d'une émotion profonde. Amélie traduisit la voix nouée de larmes. « Il dit que vous avez plus votre place ici que quiconque. Il dit que son père, Charles Caldwell, doit la vie à votre père, l'adjudant-chef Grant. Il dit que tout ce qu'il a, cette maison, l'entreprise, tout cela existe grâce à lui. Il dit que c'est une dette qu'il ne pourra jamais rembourser, mais qu'il veut essayer. » Puis il se tourna vers Amélie. « Il veut savoir ce que je souhaite, mon plus grand rêve, » traduisit-elle, les yeux brillants d'émotion. Amélie regarda sa mère, puis le portrait de son grand-père. Elle pensa à son frère Noé et à ses cartes des étoiles. Elle se tourna de nouveau vers Henri, et ses mains bougèrent avec une certitude tranquille. « Mon frère veut devenir astronome, » signa-t-elle. « Mais les écoles capables de lui enseigner sont très coûteuses. Et je veux m'assurer que plus personne ne se sente aussi seul que vous l'avez été, monsieur. Je veux aider les gens à se relier entre eux. » 1 heure plus tard, les avocats d'Henri préparaient 2 nouvelles initiatives. La première était la bourse Thomas Grant pour familles héroïques, un programme entièrement financé pour offrir une éducation aux descendants de vétérans décorés. Son premier bénéficiaire serait Noé Grant, qui intégrerait la meilleure académie scientifique du pays, avec un programme spécialisé pour les élèves sourds. La deuxième était l'initiative Caldwell Connection, une nouvelle branche caritative de son entreprise, dotée d'un fonds de 50 millions d'euros. Sa mission financée est développer des technologies et des programmes de communication pour les personnes sourdes et malentendantes partout en France. Sa future directrice, après l'obtention du diplôme de l'université de son choix,
serait mademoiselle Amélie Grant. Un mois plus tard, la vie au domaine Caldwell avait été transformée. Le silence oppressant avait disparu, remplacé par une nouvelle forme de quiétude empreinte de paix et de sens. Hélène, désormais intendante respectée et confiante, supervisait la propriété avec une dignité calme. Des professeurs particuliers et des thérapeutes venaient régulièrement non seulement pour Amélie, mais aussi pour Henri, qui apprenait désormais avec enthousiasme à maîtriser la langue des signes française. Le changement préféré d'Amélie était les appels vidéo hebdomadaires avec son frère. Elle et Henri s'asseyaient ensemble dans le bureau, et Noé apparaissait sur un grand écran, le visage rayonnant de joie, signant au sujet de ses nouveaux cours de la physique des trous noirs et des galaxies lointaines. Il n'était plus prisonnier d'un monde trop pressé pour l'écouter. Son univers était désormais aussi infini que le cosmos qu'il étudiait. Un soir, Amélie trouva Henri dans le jardin, debout devant les rosiers blancs que Samuel soignait avec tant d'attention. Je me trompais sur la force, signa Henri, ses mouvements devenant plus fluides de jour en jour. Je croyais qu'il s'agissait d'être la voix la plus forte dans la pièce, d'avoir le pouvoir et le contrôle. Il regarda Amélie, ses yeux autrefois orageux, désormais clairs et calmes. « Toi et ton grand-père m'avez appris la vérité. La vraie force, c'est d'écouter. C'est de protéger les autres. C'est le courage d'être bon dans un monde qui ne l'est pas. » Amélie sourit un sourire sincère et chaleureux qui illumina ses yeux. Ma mère dit que la gentillesse finit toujours par revenir. Henri acquiesça, levant les yeux vers les étoiles du soir qui commençaient à apparaître. « C'est vrai, signa-t-il. Parfois il faut juste une génération ou deux pour que le cercle se referme. » La fillette que l'on croyait invisible avait non seulement trouvé sa propre voix, elle en avait redonné une à un homme qui l'avait perdue. Ensemble, ils avaient entamé une nouvelle conversation, appelée à raisonner bien au-delà des murs du grand domaine, prouvant que les liens les plus profonds ne s'entendent pas avec les oreilles, mais se ressentent avec le cœur. La victoire en assemblée générale n'était qu'un répit, une bataille gagnée dans une guerre plus vaste. Ce soir-là, un lourd silence retomba sur le domaine différent de celui imposé par la surdité d'Henri. C'était le calme de l'attente, la tension qui précède la tempête. Henri trouva Amélie dans la vaste bibliothèque recroquevillée, dans un large fauteuil de cuir qui semblait l'engloutir. Un épais livre sur l'éthique des affaires était ouvert sur ses genoux, mais elle ne lisait pas. Elle fixait l'âtre froid et sombre son jeune visage, marqué d'une inquiétude qui ne convenait pas à une enfant de 12 ans. Il s'assit dans le fauteuil, en face le cuir gémissant doucement. Il attendit. Il apprenait qu'avec Amélie, la patience était une langue en soi. Enfin, elle leva les yeux, ses prunelles bleues, reflétant la lumière tamisée. Elle commença à signer ses gestes lents, hésitants. Aujourd'hui, dans cette salle, j'ai vu son visage. Mademoiselle Béatrice. Elle n'était pas seulement en colère d'avoir perdu. Elle était heureuse. Heureuse que nous nous battions. C'est comme si elle voulait que vous échouiez, même si cela signifie qu'elle échoue aussi. L'expression d'Henri se fit grave. Il hocha la tête, ses propres mains, formant des mots lourds de finalité. La haine est un poison, Amélie. Parfois les gens préfèrent le boire eux-mêmes, plutôt que de voir leur ennemi rester assoiffé. Il marqua une pause, son regard intense. Tu as été courageuse, aujourd'hui plus que n'importe quel dirigeant que j'ai rencontré en 30 ans. Tu as le cœur d'un lion. Le compliment la réchauffa, mais il n'effaça pas le nœud glacé dans son ventre. Les lions peuvent aussi tomber dans des pièges, signa-t-elle. Et elle en prépare un. Je le sens.
Alors nous serons vigilants, répondit Henri en langue des signes, sa détermination se durcissant. Nous y ferons face, ensemble. Mais Amélie savait que certains pièges ne sont pas destinés aux lions. Ils visent ceux que les lions aiment. Le lendemain après-midi, cherchant un répit à l'atmosphère pesante du manoir, Amélie retrouva Samuel dans la serre, un univers humide et parfumé de verts éclatants. Il s'occupait d'une collection d'orchidées délicates. Ses doigts noueux étaient d'une douceur surprenante. « Les ennuis suivent le pouvoir comme une ombre petite oiselle », dit-il sentant son trouble sans même la regarder. « Et ton monsieur Caldwell, il projette une ombre bien longue. »« Ce n'est pas lui qui m'inquiète, » avoua Amélie, en suivant du doigt le trajet d'une goutte d'eau sur une large feuille. « C'est sa nièce. Elle va faire quelque chose de terrible. » Samuel posa son arrosoir et se tourna vers elle, le regard empreint de bonté. « Ton grand-père Thomas a déjà affronté une situation comme celle-là. Pas dans une salle de conseil, non. En pleine jungle, au milieu de nulle part. » Amélie s'assit sur une caisse renversée, toute son attention captée. « Il y avait un homme dans notre unité, » commença Samuel, sa voix baissant d'un ton grave. Un caporal intelligent, capable, mais rongé par la jalousie. Il pensait qu'il aurait dû être nommé sergent à la place de ton grand-père. Il a commencé petit. Une rumeur par-ci, un ordre d'approvisionnement égaré par-là. Des choses mineures pour faire paraître Tom incompétent. « Qu'a fait grand-père » demanda Amélie. Il savait qui c'était, tout le monde le savait, mais il n'a rien fait. Il a simplement continué son travail, guidant ses hommes et veillant à leur sécurité. Il m'a dit un jour, « On ne donne jamais à un serpent la satisfaction de savoir qu'on l'entend siffler. On se contente de regarder où l'on pose le pied. » Samuel saisit un petit sécateur et coupa une feuille jaunie. Puis ça s'est aggravé. Le caporal a oublié de transmettre un message au sujet d'une patrouille ennemie. C'était un mensonge. Il avait bien reçu le message. Il l'a simplement enterré. 2 hommes ont failli y laisser leur vie. Après ça, Tom a su qu'il ne pouvait plus se contenter de regarder. « L'a-t-il puni ?» demanda Amélie en se penchant en avant. « Non, » répondit Samuel, et ce seul mot était lourd de sens. La punition était trop simple. Cette nuit-là, ton grand-père est allé dans la tente du caporal. Il n'a pas crié, il n'a pas menacé, il s'est simplement assis et a commencé à nettoyer son fusil. Puis il lui a raconté une histoire à propos d'un autre soldat dans une autre guerre, qui avait trahi son unité et de ce qui lui était arrivé. Il n'a jamais mentionné le nom du caporal, il a juste raconté l'histoire. Quand il eut terminé, il s'est levé et il est parti. Et ensuite, le lendemain matin, le caporal a demandé sa mutation vers le poste le plus dangereux qu'ils avaient. Il a passé le reste de sa mission à prouver qu'il était un soldat loyal. Tom savait que la honte, quand elle vient de l'intérieur, est plus puissante que n'importe quelle punition venue de l'extérieur. Il n'a pas détruit cet homme. Il lui a donné une chance de se racheter. Samuel fixa Amélie d'un regard perçant. Béatrice Caldwell n'est pas ce caporal. Elle n'a aucun honneur auquel faire appel. Mais la leçon reste la même, un serpent montre toujours ses crocs, tôt ou tard. Ton rôle est d'être prête quand il frappera, et de ne pas laisser son venin t'empoisonner. Amélie quitta la serre, à la fois plus sage et plus inquiète. Le récit de Samuel lui avait donné un cadre pour comprendre la perfidie de Béatrice, mais confirmait aussi son caractère inévitable. Béatrice n'essayait pas de se sauver. Elle cherchait à détruire Henri, et elle n'arrêterait pas avant d'avoir réussi. Pendant ce temps, Béatrice passait à l'action. Sa campagne de rumeurs avait préparé le terrain
et il était temps de semer les graines de la véritable destruction. Elle fixa un rendez-vous dans un restaurant discret et chic, loin du domaine Caldwell. L'homme qui la rejoignit était Philip Shaw, le redoutable stratège d'Alain Finch. « Ravi que vous ayez pu venir, Béatrice, » dit Shaw, un sourire carnassier aux lèvres. « Alain était enchanté d'apprendre que vous étiez prête à coopérer. »« Épargnons-nous les politesses, Philippe, » répondit Béatrice d'une voix glaciale. « J'ai ce qu'il vous faut pour faire pencher la balance à l'Assemblée des actionnaires, mais cela a un prix. »« Bien sûr, » dit Shaw en se penchant avide. « Quand Alain prendra le contrôle, le poste de PDG sera pour moi, non négociable. » Le sourire de Shaw s'élargit. « Considérez que c'est fait. Maintenant, qu'avez-vous pour nous ?» Béatrice fit glisser une mince chemise cartonnée sur la table. « C'est une copie d'un fonds privé que mon oncle a créé, un fonds de 500 000 € pour la fille de la gouvernante. C'est présenté comme un fonds d'éducation, mais vous et moi savons ce que ça semble être. Un pot de vin, une manipulation, son jugement brouillé, c'est l'arme parfaite pour le faire passer, pour inapte à diriger. » Shaw ouvrit le dossier et parcourut le document. Un sifflement admiratif lui échappa. « C'est de l'or, Béatrice, de l'or pur. Avec les rumeurs que vous avez déjà lancées, ce sera le clou de son cercueil. Assurez-vous que ce soit bien un cercueil, Philippe, » dit Béatrice avec un éclat venimeux dans les yeux. « Pas une simple tape sur les doigts, je le veux ruiner. » Le poison commença à se répandre plus vite qu'il ne l'avait imaginé. 2 semaines avant l'Assemblée de Paris, Henri reçut un appel de son plus vieil ami et banquier, un certain George Thornhill. Georges insista pour une rencontre en personne. Il arriva au domaine, l'air sombre. Ils se retrouvèrent dans le bureau Amélie, présente, pour traduire. « Henri, j'entends des choses, » dit Georges sans préambule. « Des choses inquiétantes, que tu ne prends plus de décisions rationnelles, que tu t'isoles et que tu te laisses influencer de façon indue par l'enfant. » Il jeta un regard mal à l'aise vers Amélie. Le visage d'Henri se fit de pierre. Il signa à Amélie. « Dis-lui qu'il devrait savoir qu'on ne prête pas l'oreille au ragot. Ce n'est pas qu'une rumeur, Henri, » insista Georges, la voix montant d'un cran. « J'ai vu un document, un fonds que tu as créé, 500 000 €. Dans ce climat avec Finch qui rôde, c'est indéfendable. On dirait que tu es victime d'un chantage, ou que tu perds la raison. Le conseil est inquiet. Les banques sont nerveuses. Ta crédibilité s'effrite. » Les mains d'Henri volèrent ces gestes tranchants d'une colère mêlée de trahison. Ce fonds est un investissement dans un esprit brillant. C'est un acte de gratitude envers la seule personne qui m'a montré plus de loyauté et d'intégrité que ma propre famille. Dis-lui, Amélie. Amélie traduisit d'une voix ferme, malgré l'insulte de Georges. Georges secoua la tête, le visage douloureux. « Je te crois, Henri, mais ce qui compte, c'est l'histoire qu'on raconte. Et en ce moment, Alain Finch raconte une meilleure histoire. Tu dois te débarrasser de la petite publiquement. Prends tes distances avec elle et sa famille. C'est le seul moyen de prouver que tu gardes le contrôle. » La pièce se fit silencieuse. Amélie sentit le poids des mots de Georges, la froide logique pragmatique du monde des affaires. Elle était un fardeau. Pour se sauver, Henri devait la sacrifier. Elle le regarda le cœur serré, prête à accepter sa décision. Elle comprendrait. Elle se retirerait s'il le fallait pour qu'il sauve son entreprise, son héritage. Henri soutint son regard un long moment. Il vit la peur dans ses yeux, mais aussi une force résolue. Il vit une enfant prête à se sacrifier pour lui. Il pensa à son père et à l'homme qu'il avait un jour sauvé. Qu'aurait fait Thomas Grant? Il aurait protégé ses soldats.
Lentement, délibérément, Henri tourna de nouveau les yeux vers son plus vieil ami. Il leva les mains et signa 3 mots. La voix d'Amélie fut un murmure. Il dit Sir George. Le rejet de son ami du chemin facile était une déclaration de guerre. Henri avait fait son choix. Il ne se battait plus seulement pour son entreprise, il se battait pour elle. Il se battait pour le principe que la loyauté et l'honneur valent plus que les cours de bourse et l'opinion publique. Quelques jours plus tard, comme pour mettre sa détermination à l'épreuve, une crise éclata à l'usine d'Akran, une pièce essentielle de la presse principale de la chaîne de production, subit une panne catastrophique. L'atelier fut à l'arrêt. Chaque jour de fermeture coûtait des centaines de milliers d'euros à l'entreprise. Le directeur de l'usine, un vétéran chevronné, nommé McAfee, était paniqué. Impossible d'obtenir une évaluation claire des dégâts. Incapable de s'y rendre lui-même. Henri s'irritait, de plus en plus des informations confuses qu'il recevait par courriel. Mais McAfee, en visioconférence, ordonna-t-il à Amélie. Quelques minutes plus tard, le visage inquiet du directeur apparut sur le grand écran du bureau. Il criait dans son téléphone, au-dessus du vacarme de l'atelier. « Monsieur Caldwell, c'est une catastrophe. Les ingénieurs allemands disent que tout le système hydraulique est fichu. Ils parlent d'un remplacement complet, minimum 6 semaines. » La nouvelle fut un coup de massue. 6 semaines de paralysie offriraient à Finch l'argument parfait pour prouver la défaillance des opérations. Henri se mit à signer frénétiquement, demandant des détails, mais le directeur ne comprenait pas. Amélie intervint. « Monsieur McAfee, dit-elle calmement, sa voix coupant net la panique. Laissez-moi vous aider, montrez-nous simplement la machine. » Le directeur tourna la caméra de son téléphone vers la gigantesque presse silencieuse. Amélie observa l'écran avec attention. Henri signa une série de questions très techniques sur les valves de pression et la dynamique des fluides des thermes qu'Amélie avait appris durant leur session nocturne. Elle les traduisit parfaitement, mais elle observait plus que la machine. Elle regardait le visage de McAfee. Elle vit la sueur sur son front, mais aussi ses yeux qui revenaient sans cesse vers une jeune mécanicienne en arrière-plan, une jeune femme qui tentait d'attirer son attention, montrant un petit composant secondaire. McAfee, dans sa panique, l'ignorait. Monsieur signa Amélie à Henri, interrompant son flot de questions. Demandez-lui d'écouter la femme en salopette bleue. Elle sait quelque chose. Henri fit confiance à son intuition, sans hésiter. « McAfee, laissez votre mécanicienne parler », ordonna-t-il par l'intermédiaire d'Amélie. À contre-cœur, McAfee tendit le téléphone à la jeune femme. Elle s'appelait Sarah. Ses mains couvertes de graisse, elle parla d'une voix claire et précise. « Monsieur, avec tout le respect dû à l'équipe allemande, il se trompe. Ce n'est pas le système hydraulique principal. C'est une simple valve de cerveau qui a lâché. Une pièce de 5 €, mais elle est bloquée et empêche tout le circuit de fluide. Si nous pouvons la contourner, nous serons de nouveau opérationnels à 80% dans 3 heures, et une pièce de rechange peut être livrée demain matin. » Un immense soulagement envahit le visage d'Henri. Il signa une nouvelle série d'instructions autorisant Sarah à agir immédiatement. Amélie signa-t-il une fois l'appel terminé. « Comment as-tu su » signa Henri stupéfait. « Je ne savais pas » répondit Amélie, ses mains rapides mais calmes. « J'ai simplement vu qu'elle ne paniquait pas. Tout le monde criait « elle », elle réfléchissait. Elle avait l'air de ma mère quand elle cherche comment enlever une tache d'un tapis précieux. Elle résolvait le problème pas seulement en train de le regarder. » Henri la fixa un étrange sentiment naissant en lui. Son talent n'était pas seulement dans la langue, mais dans la perception. Elle voyait ce que les autres manquaient.
Ce jour-là, elle ne lui avait pas seulement fait économiser des millions. Elle avait sauvé l'usine d'Akran et renforcé sa détermination. Qu'ils viennent avec leurs rumeurs et leurs mensonges. Il savait aux côtés de qui il se tenait, cette fillette calme et observatrice qui voyait la vérité au cœur de la tempête. Le voyage à Paris ne serait plus une simple défense, c'était une contre-attaque. Le trajet en jet privé était tendu. Vêtu d'un costume anthracite comme d'une armure, Henri observait la ville immense en contrebas tel un général, avant la bataille la plus importante de sa vie. En face de lui, Amélie, en tailleur bleu marine, révisait des données financières pour calmer ses nerfs. Ce n'étaient pas les chiffres qui l'effrayaient, mais les visages qu'elle s'attendait à voir pleins de doutes et de cupidité. Saisissant sa peur, Henri lui toucha la main à travers l'allée. Il lui offrit un petit sourire fatigué et signa « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, Amélie, sache ceci, tu as déjà gagné. Tu as rappelé à un vieil homme ce qui compte vraiment. Le reste n'est que bruit. » Les mots destinés à la réconforter forgèrent au contraire sa peur en résolution. Elle ne le décevrait pas. La salle de bal du Grand Hyatt ressemblait à un colisée. Des centaines d'actionnaires et de journalistes remplissaient les rangs, leur murmure collectif un bourdonnement anxieux. Alan Finch arpentait la scène en maître de spectacle vendant un avenir d'efficacité impitoyable. Béatrice se tenait à ses côtés, spectre en tailleur, strict offrant aux alliés de son oncle des sourires tristes et hypocrites, une performance venimeuse parfaitement maîtrisée. Lorsque Henri et Amélie entrèrent, un silence tomba. Ils semblaient petits, isolés des reliques du passé prêtes à être dévorées. Finch prit la parole en premier, sa présentation une véritable guerre d'entreprise. Il utilisa des graphiques soignés pour présenter chaque difficulté récente, comme un échec de direction. Il décrivit la quasi-catastrophe de l'usine d'Akran, non comme un problème résolu, mais comme le signe d'une société en déclin. Puis il porta le coup fatal. Mais le signe le plus inquiétant, déclara Finch d'une voix faussement compatissante, ne figure pas dans les bilans. Il réside dans le caractère même de cet homme. Sur l'écran géant derrière lui, apparut une copie du document de la fiducie, le fonds de 500 000 € pour Amélie. Naïoïesen, ce document montre un versement de 500 000 € de M. Caldwell à la famille de son personnel domestique, une famille dont la jeune fille est aujourd'hui son seul moyen de communication. Est-ce là le leadership, ou bien l'homme est-il devenu la marionnette de ceux qui ont un intérêt financier à le contrôler? Un murmure d'indignation parcourut l'auditoire. L'accusation publique et personnelle était dévastatrice, la confirmation de chaque rumeur semée par Béatrice. Henri Caldwell était compromis. La marche vers le pupitre sembla interminable. L'atmosphère n'était plus sceptique. Elle était hostile. C'était un procès, et le verdict paraissait déjà rendu. Les mains d'Amélie tremblaient si fort qu'elle dut les serrer en poing. Elle aperçut Béatrice au premier rang, le visage marqué d'une malice triomphante. À cet instant, la peur d'Amélie se transforma en une froide et farouche colère. Henri se tint au pupitre et commença à signer. Son discours ne portait pas sur des chiffres. C'était une défense calme et digne de toute sa vie des principes de son père, des communautés, qui dépendaient de son entreprise. Les mains d'Amélie, désormais stables, bougeaient avec une grâce fluide, transmettant sa passion, sa tristesse et sa force inflexible. Mais la foule restait de marbre. Le poison avait trop pénétré. Pendant la séance de questions, un actionnaire visiblement missionné par Finch posa la question préparée.
Cela ressemble moins à un geste de cœur qu'à un pot de vin. Pouvez-vous expliquer » L'accusation flotta dans l'air implacable. Henri ne pouvait défendre cet acte de générosité sans paraître faible, ni le nier sans mentir. Ils étaient pris au piège. Alain Finch se renversa dans son fauteuil, un sourire victorieux aux lèvres. Amélie chercha le regard de sa mère, dans les coulisses dont le visage n'était que désespoir. Elle pensa à son grand-père. Un bon chef protège ses soldats. Et elle sut qu'elle était le dernier soldat d'Henri. Elle s'avança devant le pupitre devant Henri. Elle n'était plus son interprète. Elle était sa défenseur. Elle fixa directement la caméra principale et commença à signer pour elle-même. « Je m'appelle Amélie Grant », disaient ses mains, tandis que la voix de l'interprète d'urgence résonnait soudain dans la salle. « L'homme que vous accusez est un homme d'honneur. L'argent dont vous parlez est un fonds d'études qu'il a créé parce qu'il croit en mon avenir. Il ne me l'a pas donné pour acheter ma loyauté. Il a gagné ma loyauté en étant un homme bon et intègre dans une salle pleine de gens qui ne se soucient que de l'argent. » Elle tourna alors son regard vers Alain Finch. « Vous parlez de force. Mon grand-père, le sergent-major Thomas Grant, était un héros de guerre. Il m'a appris que la véritable force ne consiste pas à détruire, mais à avoir le courage de construire et l'intégrité de protéger ce que l'on a bâti. Monsieur Caldwell est un bâtisseur. Vous, monsieur, n'êtes qu'un tyran. » Son discours si simple et empreint d'une clarté morale inébranlable fit voler en éclats l'atmosphère cynique de la salle. Un silence profond s'abattit rompu par une seule paire de mains qui applaudirent. C'était Samuel qui avait insisté pour les accompagner. Puis une autre personne se joignit, puis une autre encore. En quelques secondes, la salle de bal explosa. En une ovation debout, un tonnerre d'applaudissements et d'approbation. Le visage de Béatrice était livide. Son plan parfait avait spectaculairement échoué, révélant Amélie non pas comme une coupable, mais comme une héroïne. Henri se tenait derrière la jeune fille, les yeux brillants de larmes, ses mains posées sur ses épaules, dans un geste de fierté et de gratitude profonde. Dans le silence stupéfait qui suivit un ancien membre du conseil, Arthur Penhalagon se leva lentement. « Grant » appela-t-il la voix rauque d'émotion. « A-t-elle dit que son grand-père était le sergent-major Thomas Grant du 101e Airborne ?» Il se tourna vers l'audience, sa voix tremblante. Le père d'Henri, Charles Caldwell, était un jeune lieutenant dans cette division. Son peloton fut encerclé durant l'hiver 44. Il n'avait ni plus de munitions, plus d'espoir. Charles était blessé. Le regard d'Arthur se fixa sur la scène. Un jeune sergent nommé Thomas Grant refusa de l'abandonner. Il porta Charles sur son dos pendant 3 kilomètres, à travers le territoire ennemi. Il lui a sauvé la vie. Charles m'a dit, sur son lit de mort, qu'il devait tout y compris cette entreprise au courage de ce soldat. La révélation tomba sur la salle comme un éclair. Henri fixa à Amélie les pièces du puzzle, s'emboîtant, à une vitesse vertigineuse, la vie de son père, sa propre existence, l'entreprise même qu'il défendait. Tout cela il le devait au grand-père de la petite fille, à ses côtés. La gentillesse, comprit-il, ne se contente pas de revenir, elle résonne à travers les générations. Le courage d'un jeune sergent dans une forêt glacée, des décennies plus tôt, venait de sauver son héritage une nouvelle fois, grâce aux mains fermes et éloquentes de sa petite fille. Le combat était terminé. Ils avaient gagné. Et c'est ainsi que nous conclurons cette histoire pour l'instant. J'espère qu'elle vous aura permis de vous évader un moment du quotidien. Dites-moi ce que vous faisiez, en l'écoutant peut-être en vous relaxant,
après le travail, en conduisant de nuit ou simplement en vous détendant. Laissez un commentaire, je les lis vraiment tous. Et si vous souhaitez que nous nous retrouvions pour une prochaine histoire, un j'aime ou un abonnement fait une grande différence. Nous cherchons toujours à améliorer nos récits, alors n'hésitez pas à partager vos impressions. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.